Bonjour à toutes et à tous, et oui, je sais ce que vous vous dites, hein, je n'ai pas encore récupéré ma voix. Ça fait une semaine depuis le dernier menu crowdfunding et j'ai toujours la voix pétée en deux. Mais en même temps, si vous m'aviez entendu il y a 2-3 jours, ben non, en fait, vous m'auriez pas entendu. Parce que j'étais complètement aphone, enfin presque, j'étais pas aphone, mais il fallait vraiment que je pousse sur la voix pour essayer de sortir un truc, et vous vous doutez bien que pour un prof de français, c'est pas idéal comme configuration. Mais bon, on s'en est sorti malgré tout, et là on a une micro-semaine de vacances, ce qu'on appelle la Golden Week au Japon, donc je vais pouvoir me reposer un petit peu, et puis ça va déjà quand même beaucoup mieux, je pense que d'ici demain, ça ira. Du coup, je vais faire un menu très court aujourd'hui. Première raison, parce que déjà il n'y a pas beaucoup de matière, et puis deuxième raison, parce que j'ai envie de conserver un maximum la voix si je peux, donc je vais essayer de m'économiser un petit peu les cordes vocales. Petit point sur le concours de la semaine dernière, enfin c'est pas un concours, mais vous voyez le petit jeu habituel hebdomadaire maintenant sur la chaîne de trouver le composant que je vous montre semaine après semaine dans le menu crowdfunding en introduction. Et la semaine dernière c'était celui-ci, et c'est donc La Flèche qui l'a trouvé en premier, notre ami québécois si j'ai bien compris en tout cas, qui a trouvé donc le pion au premier joueur pour Résurgence qui se trouve voilà ici derrière moi. Du coup, cette semaine, je vous propose un nouveau composant encore plus facile à trouver. Donc je pense que la semaine prochaine, je vais essayer d'élever un petit peu le niveau pour choper un truc un peu plus compliqué. Mais cette semaine, ça devrait passer. C'est un jeu qui a fait quand même beaucoup parler de lui, qui a su trouver quand même, je crois que 12 ou 13 langues différentes de par le monde. Donc c'est vraiment un jeu qui a trouvé son public. Et voici un de ses composants. J'espère que ça va faire la mise au point. C'est le cas. Voilà, je vais pas montrer tout, parce qu'il y a quand même un petit bout du titre qui a été aperçu. Oula, je reste flou moi du coup. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bon, j'ai pu remettre la caméra en état. Quoi qu'il en soit, on va donc s'orienter vers les parties habituelles, mais d'abord, comme d'habitude, le petit point sur la chaîne. Vous le voyez ici, on a atteint les 2000 contributeurs. Enfin, les 2000 contributeurs, non pas du tout, c'est l'habitude de parler de crowdfunding. On a atteint les 2000 abonnés sur la chaîne, 2010 pour être plus précis actuellement. Donc merci à tous, ça nous fait énormément plaisir, même si la voix n'est pas là pour vous le transmettre, bien évidemment. Mais ouais, on est très content. On fera certainement une vidéo bientôt pour célébrer un petit peu les 2000 abonnés. Ça sera certainement dans le patron d'addition en réalité, on verra bien. Quoi qu'il en soit, on peut maintenant s'orienter vers le sondage de la semaine. Comme d'habitude, vous trouverez le sondage pour la semaine suivante dans la description de cette vidéo. Donc juste en dessous de la vidéo, regardez, il y a un petit lien qui vous emmènera directement vers le sondage de la semaine suivante. Je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est une semaine avec assez peu de matière, du coup ça va me permettre d'aller assez vite et heureusement, d'autant plus que le projet que vous avez élu, projet le plus intéressant de la semaine, il s'agit de Ascendancy avec 19 voix, et il n'est pas lancé en fait. Alors soit c'est un jeu qui a été repoussé d'une semaine ou deux, je ne sais pas, soit c'est moi qui suis une grosse quiche et je ne sais pas faire le suivi tel que je l'imaginais. Les deux sont possibles, je ne sais pas, je suis peut-être une grosse quiche ou peut-être que ça a été repoussé. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, suis-je une grosse quiche? Mais en toute façon, on reparlera de... Pardon, ça repart en vrille. On reparlera de Ascendancy très prochainement de toute façon, lorsqu'il arrivera sur Kickstarter incessamment sous peu. Déjà 2300 abonnés environ, quand même pas mal. Du coup, ça nous laisse Endeavor Deep Sea, qui aura à terme une version francophone. Je ne sais pas encore, j'ai pas checké tout à l'heure si c'était le cas durant la campagne sur GameFound, mais via le Super Meeple qui l'assurera l'AVF. Ensuite, pour le reste, ma foi, je vais faire que des plats principaux, sauf Endeavor Deep Sea. Tout le reste, ça va être traité vraiment soit en projet, médian, donc les plats principaux, soit carrément en entrée, donc les projets vraiment les moins intéressants ou ceux qui vraiment n'ont pas réussi à faire leur trou, quoi. Du coup, on est parti en espérant que la voix tienne le coup sur ce que j'imagine être une émission d'environ 40 minutes parce que je vais vraiment essayer de faire très court. En juillet 2022, je vous parlais de 18 Hex Games Collection, qui avait déjà fait une campagne donc, à ce moment-là et qui s'était un petit peu vautré, soyons honnêtes. Et ils font une seconde tentative sur Kickstarter. Cette fois-ci, ça se passe un petit peu mieux puisqu'on est déjà à 143 contributeurs 17 jours avant la fin de la campagne. Ça devrait donc normalement financer dans les jours qui viennent. Normalement, peut-être même d'ici à ce que la vidéo sorte sur YouTube. On verra bien. Donc c'est un cheptel de jeux carrément qui nous débarque sur Kickstarter. Ils en ont apparemment 18 et là ce sont les 6 premiers apparemment. Donc Memory, on a aussi Hextremadura, on a Pantheon. Qu'est-ce qu'on a encore? ISO, Flip A, ou Flip A, je sais pas. Et puis, quoi, c'est Yin et Yang, je sais pas comment il s'appelle, il n'y a pas de titre, mais bon, c'est clairement un Yin et Yang, donc on va dire que c'est Yin et Yang. Et puis, apparemment, donc, les 6 jeux sont complètement indépendants de toute forme de
langage, donc en gros il n'y a aucun texte sur les tuiles elles-mêmes, donc si vous pouvez simplement comprendre les règles qui sont dans chacun de ces jeux, vous devriez être en mesure d'y jouer et de les expliquer éventuellement à tous les joueurs qui pourraient être intéressés. Un jeu parmi les 6 coûte 13 € et si vous prenez les 18, donc 6, et si vous prenez les 6 disponibles durant cette campagne, ce sera donc 65 €, donc vous faites le calcul, ça vous fait une petite ristourne à l'unité qui n'est pas inintéressante. Là on voit ici également que c'est en anglais et en espagnol, mais on devrait certainement, vu que les drapeaux sont quand même grisés mais présents, potentiellement avoir des règles en français, j'imagine. Pour l'instant, c'est pas encore financé, mais on verra bien. Ça devrait aller de toute façon incessamment sous peu. Vous pouvez tester apparemment certains des jeux sur Tabletop Simulator pour voir si ça peut éventuellement vous plaire. Et ça s'appelle bien Yin Yang pour le coup. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour 18 Hex Games Collection, pour sa deuxième tentative. Et cette fois-ci, ça devrait financer. Qu'ils sont loin les beaux jours de Colossal Games, cet éditeur américain qui pourtant avait fait de beaux succès par le passé et qui depuis quelques temps galère pas mal à trouver ses backers. Pour rappel, on va essayer de retrouver les jeux les plus populaires chez eux. On avait eu par exemple, alors lesquels avaient bien marché d'abord, Eclipse, bien sûr, 6500 contributeurs et puis une sacrée réputation derrière lui. On avait aussi Western Legends qui avait fait un gros succès avec 6800 contributeurs. Papillon qui avait déjà fait parler un petit peu de lui par le passé, mais c'est pas le même pour le coup, qui a fait 2000 contributeurs également. Ensuite on avait aussi Almanac avec 613, même si par la suite il a connu aussi une sortie en boutique qui avait plutôt pas mal marché. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? Western Legends encore, Reload qui avait déjà fait un score un peu moins conséquent, c'était un petit peu là que ça a commencé à chuter un petit peu. Lost Empires avait même été annulé, Almanac 714, on dépassait quasiment plus maintenant les 700. Ensuite, Western Legends, heureusement, qui a su refaire un peu parler à la poudre parce que bon, c'est Western Legends. Almost Innocent parce qu'il avait surfé aussi sur la DA et l'univers d'un jeu qui était sorti précédemment, qui a été très populaire, dont j'ai oublié le nom pour le coup. Et donc il nous revient cette fois-ci avec Papillon Gardens, donc qui reprend l'univers de Papillon, mais cette fois-ci en Run and Write, en Stamp and Write apparemment, mais en tampon et write. C'est assez innovant pour le coup, l'appellation est assez intéressante. Mais en gros, c'est un Run and Write, hein. Donc, dans lequel vous allez devoir créer votre jardin un petit peu en anglais, enfin franco-anglais, je sais pas très bien comment reconnaître la différence entre les deux. Excusez-moi, je suis pas un très grand connaisseur, mais vous allez devoir créer votre jardin pour faire en sorte que les papillons se ramènent, voilà, pour qu'il y ait une butinée et répandre le pistil un peu partout. Voilà, c'est dégueulasse. 6000 € pour l'instant, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas la gloire pour l'instant, hein, pour Colossal Games et ce nouveau projet. 150 contributeurs à peine, 17 jours avant la fin de la campagne. Ceci dit, ça présente pas mal, et comme toujours avec Colossal Games, il y a aussi du français disponible durant la campagne, donc ça c'est plutôt cool, mais visiblement ça convainc pas tellement les backers, malgré un prix relativement abordable de 35 $, avec des composants légèrement déluxifiés, puisqu'on voit ici que les tuiles sont en bois, alors qu'elles seront certainement, j'imagine, en carton par la suite, lorsqu'elles atteindront les boutiques. La direction artistique est pas vilaine, c'est plutôt joli, même si après, bon, c'est relativement sobre, et après, bon, comme tous les bons Roll and Ride qui se respectent, c'est pas non plus là qu'ils mettent en jeu leur popularité, je veux dire. C'est pas le matos en général qui attire les gens vers les Roll and Write, c'est plutôt d'ailleurs le prix qui est relativement abordable qui attire les gens vers les Roll and Write. 35 $, ce sera pour l'édition Deluxe, donc avec notamment ces pièces de bois par exemple, et puis ensuite pour ceux qui voudraient se contenter de la version de base, bon, auquel cas plutôt attendez en boutique, ce serait plus logique, mais si vraiment vous êtes des morts de faim et que vous avez les moyens, vous pouvez aussi dépenser 20 $ pour la version de base, plus les frais de port bien évidemment. Et ma foi, je vais pas passer trop de temps là-dessus, parce que, bon, vous l'avez vu, c'est pas un jeu qui attire grand monde, même si il y a une version française, donc j'aurais pu prendre un peu plus de temps, mais comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'aller assez rapidement aujourd'hui. Donc voilà, tout pour Papillon Gardens, 150 contributeurs pour l'instant, 17 jours avant la fin de la campagne, et 6000 € d'engrangés. Il en faudra encore approximativement 3000 pour espérer financer. On enchaîne tout de suite avec Swirling Heroes, le bien nommé, et vous comprendrez bientôt pourquoi, qui pour l'instant n'a pas attiré grand monde, hein, 33 contributeurs seulement, et en même temps c'est déjà presque autant que leur première campagne pour un autre jeu, donc c'est pour vous dire que l'éditeur n'a pas fait tellement parler de lui jusqu'à maintenant, 17 jours avant la fin de la campagne. Ceci dit, c'est financé, vous le voyez avec un seuil de financement très très bas, c'était assez facile, et pour autant, même si la DA me réjouit pas outre mesure, c'est pas non plus flamboyant, c'est pas époustouflant, mais bon, c'est pas non plus dégueulasse, hein, restons honnêtes, c'est un jeu qui a pas l'air complètement dégueulasse en termes de gameplay, ça se joue très rapidement, c'est pour 2 à 4 joueurs, pour 8 ans et plus, donc plutôt accessible, familial, ça prend 1 minute pour apprendre,
et ça se joue en 5 à 15 minutes, et en fait vous allez chacun prendre une couleur en début de la partie, donc la main qui est composée de plusieurs héroïnes, quoi, avec différents numéros en haut, à droite, à gauche, en bas, et vous allez devoir essayer de les coupler avec les cartes d'autres personnes autour de la table qu'ils auront précédemment placées, et une fois que vous les couplez comme ça avec le même numéro, il y en a une qui va être retournée à 180 degrés, et au final ça fait un gros puzzle mental, et celui qui réussit le plus de connexions viables remportera le maximum de points et l'emportera, quoi, en gros. Donc sur le papier c'est un petit puzzle mental pas dégueulasse, qui peut être intéressant, même si la DA est pas forcément, c'est pas synonyme de rêve, quoi, ça vend pas non plus du rêve au ludiste que je suis. Mais bon, ceci dit, vous me direz ce que vous en pensez. Pour Swirling Heroes, là encore je pense que même si vous n'avez pas de grandes compétences en anglais, il suffit qu'une personne de votre groupe puisse comprendre les règles pour pouvoir vous expliquer, il n'y a pas vraiment de texte vraiment important sur les cartes, donc ça peut se jouer assez facilement. Voilà pour Swirling Heroes, 33 contributeurs, 17 jours avant la fin de la campagne et 1300 € d'engrangés. On enchaîne sur New Kingdom Gardeners, un petit projet qui nous vient de Jack Dunbar, son premier projet sur Kickstarter, et qui a pourtant été suivi par pas mal d'éditeurs, parce qu'en fait je suis beaucoup d'éditeurs sur Kickstarter pour être au courant des campagnes qui sortent, et du coup je vois qu'il y en a quand même pas mal d'éditeurs qui ont backé ce petit projet pourtant sorti de nulle part, et ils sont pour l'instant 190 contributeurs avec 9204 € d'engrangés, ce qui est nécessaire, ce qui est suffisant pardon, pour aller financer, vous le voyez. Et donc pour l'instant c'est pas un grand succès, mais il a suffi quand même, il a réussi quand même pardon, à attirer suffisamment de regards sur son jeu pour financer. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu compétitif, mais assez zen-like, hein, vous allez voir, il s'agit de faire son petit jardin. Alors c'est fortement, comment dirais-je, inspiré par les récits bibliques, donc pour ceux que ça pourrait tenter éventuellement, raison de plus de s'y intéresser. Mais au-delà de ça, c'est un jeu de gestion de main, de pose de cartes également, et puis un petit peu de gestion de ressources. On va donc faire son jardin, et celui qui aura fait le plus beau jardin, le plus luxuriant, le plus susceptible de lui rapporter, comment dire, les fruits de son labeur, voilà, le petit jeu de mots, eh bien l'emportera, tout simplement. Voilà, pour le reste, je vais quand même essayer de vous trouver rapidement le prix. Je vous mets aussi un petit aperçu de ce que ça peut avoir comme tronche sur sur le plateau, enfin, sur la table en gros, sachant également que vous pouvez le tester sur Tabletop Simulator. Vous avez une petite idée des composants qui composent le jeu également. C'est pas vilain, c'est pas flamboyant non plus, encore une fois. Les composants sont très classiques, il n'y a rien de très spécial, mais voilà. Pledge Levels, donc 39$ pour le pledge Gardener Pledge, donc le pledge de base, quoi, en gros, celui qui contient donc le jeu, et puis un accès aussi au Print and Play ainsi qu'au Pledge Manager. Vous avez aussi un pledge à 49$ qui s'accompagne d'une micro-extension intitulée Inspire, pardon. Je galère un petit peu. Et puis pour le reste, on est plutôt sur des, sur des pledges un petit peu, comment dirais-je, mécénat. Voilà pour ce qui est donc de New Kingdom's Gardeners. 188 contributeurs pour l'instant, 17 jours avant la fin de la campagne, et 9204 €. Petit détour de côté de chez GameFound avec Chaigaram de Mosaic Games, un petit jeu dans lequel vous devrez faire des thés indiens pour des clients en tout genre. Pour l'instant, le jeu est financé avec 190 backers, 11 000 $ d'engrangés, donc sans être un énorme succès. Pour un premier projet qui plus est sur GameFound, c'est pas si mal et reste 19 jours avant la fin de la campagne. C'est pour 2 à 4 joueurs, 60 minutes de la partie, et c'est un jeu qui se base essentiellement sur de la gestion de main, de la gestion de ressources également, et de la pose de cartes, enfin du set collection quoi en gros. Vous allez voir un peu par la suite. En fait, on va simplement avoir accès à un grand marché ainsi qu'avec ici le plateau que vous voyez ici, des différents clients qui vont chacun nous commander des thés différents. Et on va devoir partir à la recherche des ingrédients nécessaires à la production des thés en question. Ensuite, en cuisine, on va les préparer tout simplement et les servir aux clients qui nous rapporteront les points qui iront en conséquence dans notre poche. Je l'ai déjà dit je crois tout à l'heure, mais bon, un 2 à 4 joueurs, on sait jamais, 14 ans et plus, 60 minutes de la partie, et donc pour ce qui est de la présentation, hein, visuellement c'est pas vilain, ça présente plutôt pas mal, c'est pas foufou au niveau des personnages je trouve, de ce point de vue là je suis pas convaincu, mais pour le reste c'est plutôt pas mal, voilà, c'est pas époustouflant, encore une fois c'est le mot de la journée, hein, c'est pas époustouflant, mais ça présente pas mal quoi. Vous aurez même accès à différentes versions dont des Deluxe d'ailleurs, je crois que c'est la version de base que j'ai présentée ici, voilà, standard, 35$, qui s'accompagne juste de l'essentiel des composants que vous voyez ici, donc des cartes, un plateau, et c'est après tout. Il y a quelques petits marqueurs par-ci par-là, y compris des petits jetons représentant des pièces, donc la monnaie du jeu. Ensuite, pour 60$, donc quasiment le double, vous avez une édition Deluxe qui s'accompagne d'un tapis de néoprène qui contient les clients ainsi que le marché aux composants, enfin pas aux composants mais aux ingrédients. Ensuite, vous aurez des pièces de métal qui remplaceront donc la monnaie de carton du jeu d'origine, des repose-cartes et puis un petit rangement également facilitant l'installation et le rangement du jeu. Ensuite, vous avez également une édition Chaiwala pour 90$ qui vous permettra
de faire déjà un petit peu de mécénat et aussi d'aller ajouter 2 cartes supplémentaires à l'effigie des personnages de votre choix, donc par exemple vous et votre compagne, vous et votre compagnon, un ami, je ne sais pas, vos parents peut-être par exemple, pourquoi pas. Voilà, c'est une édition qui fait un petit peu de mécénat et puis un petit peu de délaxification, de personnalisation pour les backers. Voilà, pour le reste, je vous l'ai dit, on a un grand marché avec des clients qui vont nous proposer, qui vont nous demander des thés et on va devoir partir au marché pour récupérer les ingrédients nécessaires à leur concoction. Ensuite, en cuisine, on va les faire tranquillou en utilisant les différentes cartes que l'on aura pu acquérir dans le marché. On les sert, ça nous fait des points et voilà, celui qui en a le plus à la fin a gagné. Relativement classique. Voilà donc pour Chai Garam, 11 000 $ d'engrangés, 190 backers, 19 jours avant la fin de la campagne. S'il y en a un qui rencontre pas un grand succès cette semaine, c'est peut-être bien Gamble avec Inevitable Ideas, qui pour le coup ont été evitable. 807 contributeurs, non même pas, excusez-moi, 807 $ pour 36 backers. C'est léger, à 25 jours de la fin de la campagne, ça devrait pouvoir financer malgré tout, mais ce sera pas dans la gloire et la fortune en tout cas. C'est un petit jeu de push your luck avec des cartes, et vous voyez qu'il y a également des dés qui sont inclus, puisque chaque carte est accompagnée d'un logo de dés avec une somme qui lui est allouée. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour 7 ans et plus, donc très familial, et pour des parties d'environ 15 minutes, mais pour l'instant ça n'a pas su convaincre grand monde. Au-delà de ça, c'est pas un jeu qui est très cher, comme vous pouvez vous en douter via les composants qui sont pas non plus très deluxifiés bien évidemment. On est sur un jeu très familial, y compris au niveau du prix qui est quand même très très abordable. Je vais vous trouver ça assez rapidement. 18 $ voilà, pour le jeu de base, 33 si vous en prenez 2 copies, et 45 si vous en prenez même 3. Du coup, vous serez presque aussi nombreux que le nombre de backers actuellement sur la campagne. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. C'est apparemment que je venais de Colombie, assez rare pour être souligné malgré tout. Et voilà, c'est à peu près tout pour Gamble, 36 contributeurs. Ça devrait financer, mais je pense pas que ça intéressera grand monde de toute façon sur la chaîne. On peut passer tranquillement au prochain. Et le prochain projet, il s'agit d'un projet pour lequel vous étiez assez nombreux à avoir voté dans le sondage de la semaine. Vous étiez, je crois, 8 ou 9 sur le projet. Et pourtant, ça se retranscrit pas tellement dans les backers, puisqu'il y a actuellement 44 contributeurs seulement pour A Tale of Bravery, qui se prend donc plus ou moins une patate de forain au niveau de l'arcade sourcilière. Donc voilà, 44 contributeurs, donc voilà, 3 000 € seulement, sur un seuil de financement fixé à 42 000 €, pour une fois que c'est à peu près honnête. Ils se sont quand même pris les pieds dans le tapis, 26 jours avant la fin de la campagne, ce sera bien insuffisant pour espérer financer. La meilleure chose à faire, c'est un relaunch, parce que c'était déjà une seconde tentative pour Tale of Bravery et Berserk Entertainment, puisqu'ils avaient déjà proposé le même jeu du coup. C'était quand ça? C'était en 2021, waouh, ça date, ça fait 1 an et demi. Et du coup, le retour se passe pas tellement mieux que le match aller, faut être honnête, puisque la première campagne, ils avaient fait 83 contributeurs, et là, pour l'instant, on est à 44, donc la moitié à peu près, sauf que le seuil de financement à l'époque était de 80 000 €, c'était encore un peu plus ambitieux, ils ont revu les ambitions un peu à la baisse, mais pas suffisamment, parce que là, clairement, ça va, encore une fois, pas financer. Et pourtant, c'est un jeu qui est pas inintéressant au demeurant, vous voyez que la direction artistique est pas vilaine, par contre, les composants, c'est beaucoup plus cheapos, à Volon, c'est quand même assez le cul entre deux chaises, disons. Parce que oui, il y a des miniatures, alors je sais pas si elles sont de très bonne qualité, mais il y a des miniatures, il y a aussi des standees dégueulasses, et il y a aussi des plateaux pas beaucoup plus élégamment conçus, visiblement, c'est quand même pas joli quoi. C'est pour 14 ans et plus, c'est pour 1 à 4 joueurs, c'est pour 1 heure par partie, sachant que c'est un jeu qui a un aspect, un versant narratif assez présent, semble-t-il, puisque on nous dit que c'est un jeu qui est vraiment, dirigé par sa trame narrative, et par donc les parties que vous allez faire les unes après les autres. J'imagine que vous pourrez aussi peut-être y jouer en one-shot, peut-être, mais en l'état, c'est un jeu dans lequel la narration a une importance toute particulière. Voilà les 4 miniatures que vous voyez ici, qui seront disponibles apparemment aussi en STL, donc pour ceux qui voudraient les imprimer par eux-mêmes. Les 4 personnages jouables, avec ici Maol, Odin, Idelinde, ou encore Ketilbern, je crois, qui auront chacun leurs propres compétences asymétriques, donc là aussi c'est relativement intéressant de ce point de vue-là. Après, ils luttent dans une catégorie très 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 chargée, il y a beaucoup de jeux de ce type-là, donc de dungeon crawler, land crawler et compagnie, avec des personnages jouables asymétriques, différents types d'ennemis, etc. Sauf que celui-là, visuellement parlant, il vend clairement pas du rêve. Alors certes, il est produit en Europe, on nous le dit ici, voilà, produced entirely in Europe, ok, certes, mais bon, si c'est pour produire un truc un petit peu dégueulasse, ça vend pas tellement du rêve non plus. Et bon, le rulebook, le livret de règles, est pas tellement plus sexy non plus. Bon, après vous me direz, ce que vous en pensez, c'est peut-être un très très bon jeu au demeurant. Il faut pas toujours se fier non plus au visuel, mais c'est vrai que ça donne
sur Kickstarter, qui est quand même un peu, comment dirais-je, le lieu par excellence où on achète avec ses yeux en partie, présenter un jeu qui fait quand même très 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 amateur visuellement, c'est pas forcément la meilleure stratégie à adopter. Voilà. En l'état, ça coûte combien ce bordel? On va aller voir ça un petit peu ensemble. Si je trouve, parce que j'ai l'impression qu'en plus la campagne n'est pas très bien foutue non plus. C'est pas bien, c'est pas très bien. Regardons ici tout de suite, ça ira plus vite. 69 € pour le pledge de base, le Noble Pledge. Et le jeu devrait théoriquement être livré pour décembre 2023. Ça au moins, ce serait plutôt positif, c'est que le jeu serait livré assez rapidement. On a aussi un Royal Pledge à 500 €, mais là c'est plutôt du mécénat à mon avis. Ça ne doit pas rajouter quelque grand chose en termes de gameplay, peut-être un petit peu de deluxification ou de personnalisation peut-être. Voilà donc pour A Tale of Bravery, c'est pas le grand succès encore une fois, donc peut-être un relaunch d'ici 1 an et demi encore une fois. On retrouve Old Time Wrestling pour une seconde campagne. On avait déjà parlé de Cashin Arts et donc de Old Time Wrestling il y a de ça 1 an je crois, pour la première campagne à l'époque dans laquelle ils présentaient en fait différentes légendes de ce sport qu'est le catch, ce sport qui est un peu mêlé de fiction, hein, de narration on va dire. Ils avaient fait 400 contributeurs à l'époque, donc avec les seules légendes que vous voyez ici, je crois qu'il y en avait 5 ou 6 quand même des personnages, dont André le Géant, qui si je me souviens bien, est un Français qui a émigré aux États-Unis pour faire du catch, si mes souvenirs sont bons, il y a très 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 longtemps. Et donc il revient avec All Time Wrestling Extreme Edition, donc il y aura bien évidemment l'occasion de mettre la main sur le jeu d'origine, mais également sur une extension qui vient rajouter quelques personnages supplémentaires. C'est toujours pour 2 joueurs, c'est pour toujours des parties de 15 à 20 minutes et pour 14 ans et plus. Pour l'instant, on suit un peu la ligne tracée par la première campagne avec 219 contributeurs, 16 000 € d'engrangés, 26 jours avant la fin de la campagne. Ça devrait même aller chercher un résultat un peu plus conséquent que lors de la première campagne, ce qui est plutôt bon signe. C'est un projet qui nous vient de Abu Dhabi, assez rare aussi là pour être souligné. Et donc, pour ce qui est des ajouts, hein, vous aurez donc ici Sabu, RVD, Raven ou Damon, apparemment qui sont des nouveaux personnages jouables durant cette nouvelle campagne et qui donc accompagneront les personnages qui étaient déjà présents dans la première campagne, y compris donc André le Géant, mais quelques autres légendes comme Randy the Savage par exemple. Je connais pas grand chose en réalité, je suis pas un grand connaisseur de catch, il faudrait plutôt demander à Xavier qui s'y connaît bien mieux que moi en la matière. Voilà, on va juste aller voir rapidement les différents niveaux de pledge. 34 $ pour ceux qui voudraient apparemment l'édition donc Extreme, que vous soyez un contributeur de la première heure ou un nouveau contributeur, ce sera valable pour l'un comme pour l'autre, donc à 34 $. Ensuite, vous aurez ici à 14 $ l'extension New Dawn. Ensuite, on a aussi la version retail, donc la version boutique du jeu de base à 34 $. On a également ici à 89 $ le Returning Backers Deluxe Bundle. Donc en gros, pour tous ceux qui auraient déjà backé la première campagne, vous pourrez obtenir la nouvelle extension plus la deluxification de ce fameux Deluxe Bundle, plus de nouvelles cartes et puis également un tapis de néoprène. Ensuite, il y a du 119 $ pour aller chercher la totale, donc pour les nouveaux backers qui voudraient la totalité et en deluxe qui plus est. Donc 119 $, ça commence à faire un petit peu plus cher. Et puis on a même aussi un pledge mécénat, on en a quand même pas mal parlé aujourd'hui des pledges mécénat, dans lequel vous pourrez, je crois, ajouter certainement des personnages de votre cru, j'imagine en tout cas que c'est le cas, pour le prix que c'est, ce serait assez logique. Oui, c'est ça, Create a Wrestler, c'est bien ça, vous pourrez donc créer un combattant. Voilà donc pour ce qui est de Old Time Wrestling Extreme Edition, 220 contributeurs pour l'instant, 26 jours avant la fin de la campagne. Autre projet qui se ramasse la tronche pour l'instant en ce début de campagne, il s'agit de Monster Mash Grand Prix, avec 50 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne et seulement 3 000 € d'engrangés sur 13 000 nécessaires, donc on est assez loin du seuil de financement pour Brainwave Games, dont c'est le 3e projet. Et donc c'est un jeu ici de placement d'ouvriers, mais également un jeu de course pour 2 à 5 joueurs. Vous aurez aussi un petit de gestion de ressources et vous devrez faire la course autour de cette map que vous voyez. Bon, demeurant, c'est pas une proposition qui est complètement inintéressante, ça peut être un petit peu loufoque dans le bon sens du terme, mais pour l'instant ça n'a pas séduit grand monde. Remarquez, c'est vrai que les parties sont un petit peu longues pour un jeu de course, 90 minutes, mais bon, au demeurant, on en a vu d'autres qui duraient relativement longtemps et qui avaient trouvé leur public. Donc apparemment c'est juste pas le cas sur celui-ci, qui en plus de ça dispose d'une direction artistique assez moyenne, on va dire. C'est pas, encore une fois, excuse-moi, je me répète beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas flamboyant visuellement parlant, même si l'illustration de la boîte semblait plutôt pas mal au demeurant, mais le reste des composants n'ont pas l'air d'être aussi convaincants. Voilà donc pour Monster Mash Grand Prix, j'ai même pas regardé combien ça coûtait, excusez-moi, 49 $ pour le jeu de base, 78 si vous prenez un pledge Deluxe, même si on sait pas très bien ce que ça inclut, bien évidemment, parce que j'ai pas regardé. Mais bon, en l'état, ça devrait pas financer, et même si c'est le cas, il n'y a pas de version francophone durant la campagne. Voilà donc pour Monster Mash Grand Prix, 50 contributeurs seulement.
Et oui, on est toujours dans les entrées, il y en a beaucoup cette semaine. On continue avec Scourge of the High Seas, un nouveau jeu dans un univers qu'on connaît bien, à savoir la piraterie. Et oui, encore un jeu sur la piraterie, et du coup peut-être que les gens se lassent un petit peu, surtout quand il n'y a pas un grand nom derrière le jeu. C'est le cas ici avec Dustin Date qui fait son premier projet sur Kickstarter. 67 contributeurs, ça fait un peu mal au cœur. Il faudra quand même 6 fois la somme qu'il a pour l'instant engrangée pour espérer aller financer à 26 jours de la fin de la campagne. Et pourtant, vous le voyez, visuellement, c'est pas vilain. Ça va en réalité, je trouve que la vidéo est plutôt raccord avec le thème. Ça a un petit aspect un peu vieux dans le bon sens du terme, pas vilain. Les composants sont pas dégueux. On a des petits meeples avec du screen print dessus. On a des petits plateaux double épaisseur qui plus est. Non, franchement, c'est pas vilain, il a l'air d'avoir un petit potentiel. Après, c'est relativement classique. On va bien évidemment aller à la découverte de différentes îles pour aller chercher des trésors. On va aussi se foutre sur la tronche avec les autres pirates du coin. On va chercher d'amasser un maximum de thunes. Et celui qui en aura le plus à la fin l'emportera. C'est très très classique dans ce genre de thématique et de mécanisme aussi. Ça n'apporte rien de très nouveau, certes, mais c'est plutôt pas vilain. C'est plutôt bien conçu, c'est plutôt joliment illustré. Donc j'ai envie de dire, je ne m'explique pas spécialement le manque d'attrait pour cette campagne, si ce n'est peut-être vraiment le côté un peu redondant de la thématique, et même également, c'est vrai, un petit peu aussi de la direction artistique. Pour les pledges, on a ici l'édition standard, l'édition Kickstarter qui s'accompagne un petit peu de deluxification à mon avis, même si j'ai pas tellement cherché à voir la différence, et que pour l'instant, c'est pas vraiment très bien mis en avant, je crois que c'est les trucs rouges. On aura donc un petit marqueur en bois pour le premier joueur, ok, on s'en fout un petit peu, c'est une rosée sable. On a des pièces de métal plutôt que les pièces de carton, ok. Et puis on a aussi deux tapis de néoprène qui sont ici et qui remplacent les plateaux en carton que vous voyez ici. Donc un petit peu de deluxification en plus. Voilà le fameux token de premier joueur, la rose des sables, c'est plutôt classe, certes, mais ça n'apporte pas grand chose de plus. Donc les pledges en question, combien coûtent-ils? C'est aussi la question parce que du coup je l'ai pas vu et c'était pas écrit et ça c'est pas bien. Du coup l'édition de base, c'est aussi pour ça que du coup le jeu marche pas bien. 72,80€ pour le pledge de base, sans les pièces de métal, sans les tapis de néoprène. Et oui, ça coûte du coup très très cher pour ce que c'est, pour un premier projet qui plus est, qui n'a pas beaucoup d'originalité pour lui. Oui ça pique. Et du coup si on va chercher la Deluxe, 120$, ouais, 109€, ouais, non, effectivement, là, ça va être très 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 difficile d'aller chercher des backers, d'aller convaincre les gens de backer le jeu pour un premier projet aussi cher, pour des composants qui méritent pas d'être aussi chers, clairement, même si c'est bien produit, je le répète, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est bien produit, mais premier projet, et ça vaut pas 120$ quand même, soyons honnêtes. 67 backers, 5311€ d'engrangés, 26 jours avant la fin de la campagne. Et pour le coup, cette fois, c'était bel et bien le dernier projet des entrées de la semaine. On va maintenant pouvoir passer aux plats principaux. Et pour être tout à fait honnête, je pense que les plats principaux, je vais les faire aussi rapides que les entrées, parce que, vraiment, vous l'entendez vous-même, la voix est quand même pas très très convaincante. Là, remarquez, je sonne beaucoup plus masculin que d'habitude, il faut bien le reconnaître. Voilà, je vais faire le menu comme ça maintenant. 357 contributeurs, 16 000€ d'engrangés, 11 jours avant la fin de la campagne. Ça fait encore plus mal à la gorge, je vais arrêter. Et cette fois-ci, il s'agit de Altar, Realms of the Gods, un nouveau projet qui nous vient de The Red Joker, son 10e projet, c'est un projet français bien évidemment. The Red Joker, il nous avait déjà servi plusieurs projets par le passé sur Kickstarter, notamment Oko Chronicles et toute la série de cette même licence, qui fait plutôt des bons succès en règle générale. Également Cyber Odyssey qui avait un peu plus galéré, qui avait réussi à financer après une deuxième campagne, mais ils sont principalement connus pour Oko Chronicles. Et donc cette fois-ci, ils nous reviennent avec un nouveau jeu, une nouvelle licence intitulée donc Altar, Realms of the Gods, un petit jeu de cartes pour 2 à 5 joueurs, dans lequel vous allez construire des sanctuaires et découvrir différents hôtels dissimulés à travers le monde, et également combattre les dieux adverses pour protéger votre propre royaume. Vous avez bien évidemment pour The Red Joker, donc une campagne en français ici, directement sur le site de Red Joker pour avoir l'essentiel de la page mais présenté en français, et vous aurez bien évidemment accès aussi à une version en français du jeu, logique. C'est pour 14 ans et plus, c'est pour 1 à 5 joueurs, pour 30 minutes la partie, et vous le voyez d'entrée de jeu, même pour si c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de cartes extrêmement bien illustré. Les illustrations sont plutôt très très classe. Pour le reste, vous vous en doutez, c'est un jeu de cartes, donc c'est un jeu de cartes avec bien évidemment de la gestion de main en son cœur, ça semble logique pour un jeu de cartes, et avec des cartes qui auront bien sûr chacune des spécificités, des compétences particulières plus ou moins uniques. Je n'ai pas connaissance de toutes les cartes bien évidemment, mais chacune des cartes aura bien sûr
sa propre particularité, sa propre compétence. Et sachez que vous aurez aussi un petit mode solo jouable qui s'intitulera One Must Prevail. Donc vous pourrez aussi jouer au jeu en solo. Pour ce qui est des gameplay, je vais passer très rapidement parce que encore une fois, la voix, le reste, il me reste encore 5-6 campagnes à couvrir. Donc en gros, vous allez tirer en début de partie un dieu qui vous semble le mieux correspondre à votre envie de ce jour-là. Et ensuite, vous allez prendre différents followers, donc des fidèles de ce dieu. Et à partir de ça, vous allez partir à la conquête, au combat face aux différents adversaires autour de la table. Voilà, c'était un pitch très résumé. Désolé encore une fois, même Red Joker, si vous regardez éventuellement la vidéo, je ne passe pas aussi peu de temps généralement sur les projets, surtout quand ils sont français, mais là vraiment je suis au bout de ma vie, donc je vais aller assez rapidement. Les pledges, on a un premier pledge intitulé Oratory Pledge à 25€. Qui inclut la boîte de base, donc Altar Core Box, plus une extension Great Old Ones, donc il y a un petit côté Cthulhu aussi dans le jeu, ça peut être sympa pour tous les amateurs, et ils sont nombreux, de Cthulhu et de Lovecraft. Ensuite il y a un pledge à 35€ qui vient inclure aussi un playmat pour les amateurs de deluxification, comme nous en faisons partie Xavier et moi-même d'ailleurs, et pour le reste, voilà ce que ça peut un peu donner en termes de présence sur la table, de présentation, disons que de direction artistique. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même plutôt très joliment illustré. Donc par curiosité, j'aimerais bien le tester franchement, même si c'est pas un jeu que je me vois baquer, c'est un jeu que j'aurais plaisir un jour à tester si l'occasion m'en est donnée. Voilà donc pour ce qui est de Altar Realms of the Gods. Pour l'instant 357 contributeurs, donc c'est financé avec 16 000€ d'engrangés approximativement, 11 jours avant la fin de la campagne, avec qui plus est, je le disais tout à l'heure, donc une version francophone bien évidemment, et je me rends compte que j'ai oublié aussi de vous parler des frais de port, parce que là on n'est plus dans les entrées mais dans les plats principaux, donc il faut que j'en parle. Et sachez également qu'il y a une vidéo en français par Ludovox qui vous explique un petit peu les règles et qui vous parlera plus en détail que ce que je n'ai pu faire aujourd'hui de mon côté. Donc rapidement quand même, les frais de port, 11€ pour la France, 13€ pour la majorité de la sphère européenne on va dire, peut-être 15 pour la Suisse, non-EU, j'imagine que la Suisse est comprise dedans, et pour nous ce serait 31€ de frais de port, donc un petit peu cher. Donc voilà pour Altar Realms of the Gods. Autre projet très charmant sur lequel je suis tombé cette semaine, qui n'était pas dans le sondage de la semaine malheureusement, il s'agit de Milkman, donc oui, le livreur de lait. On replonge dans les États-Unis des années 1950, la belle époque. 419 contributeurs se sont déjà rameutés sur le projet, avec 12 500€ d'engrangés. C'est pas encore tout à fait suffisant, mais ça devrait arriver d'ici peu de temps, le financement étant à 13 500€, donc encore 1000€ et on y sera. Et c'est quand même pas mal, 420 contributeurs mine de rien en une semaine de campagne, 13 jours avant la fin de cette dernière, pour le 21e projet de Dice Hate Me. Donc Xavier serait potentiellement un backer pour cet éditeur-là. Et donc Milkman vous plonge dans cette Amérique des années 50 avec un jeu à la direction artistique plutôt, disons, un peu old school, mais pas vilaine. C'est un petit aspect très vieillot, un peu tradi, mais qui correspond bien au thème. Et du coup, vous aurez donc différentes maisons dans cette petite bourgade des années 50 aux États-Unis, et chacune de ces maisons aura des requêtes en termes de quantité de lait et de type de lait à lui livrer jour après jour. Et donc vous devrez mener à bien votre mission, qui sera donc de produire le lait, donc de traire les vaches, de mettre ça en bouteille, et ensuite de les livrer. Il y aura bien évidemment des dés, parce que l'éditeur s'appelle Dice Hate Me, donc forcément il faut qu'il y ait un petit peu de dés quand même. Et les composants sont pas dégueulasses non plus, on a des dés personnalisés, enfin des dés customisés, on a des petites bouteilles de lait en bois, on a des petits meeples de vaches qui sont illustrés avec du screen print. C'est pas vilain tout ça. C'est pas extraordinaire encore une fois, mais je trouve que c'est plutôt charmant, que ça colporte une petite nostalgie qui sent bon. Voilà, j'aime bien sur le principe. C'est pas un jeu que je me verrais backer pour autant, mais je trouve ça plutôt charmant sur le principe. Et pour ce qui est des pledges, le pledge que vous voyez ici, donc le 35$ Cream Ale, vous permettra de mettre la main sur Milkman, mais également sur un ancien jeu de l'éditeur intitulé Microbrewers. Alors apparemment vous ne pouvez pas prendre Milkman tout seul, il y a forcément un autre jeu avec, à moins qu'il ne soit pas... Voilà, il est là ici, excusez-moi. Donc 30$ pour le jeu de base. Et pour l'instant il n'est pas présenté directement ici, j'ai l'impression. Voilà, on s'en fout. 30$ pour le jeu de base, 35$ si vous ajoutez donc Microbrewers. Ensuite, vous avez d'autres pledges en bundle avec ces Milk Stout pour Homebrewers et Microbrewers en plus. Vous avez aussi Cappuccino avec Viva Java. Vous avez ensuite Coffee Milk Stout pour la totale à 120$. Voilà donc, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Milkman, si ce n'est que les frais de port sont aux alentours de 22 à 35$ pour le reste du monde, qui concerne donc l'Union Européenne, mais également l'Asie par exemple.
Pour le reste, c'est essentiellement les États-Unis, le Canada et le Mexique qui sont concernés. Voilà donc pour Milkman, joli petit projet, charmant, que je ne me vois pas baquer du tout, mais j'aime bien le côté un petit peu nostalgique, les illustrations qui vont bien avec, et puis la thématique qu'on voit assez peu, qui n'est pas un truc qui vend particulièrement du rêve, mais qui n'existait pas jusqu'à présent, et du coup ça a le mérite d'exister. 488 heures, 13 jours avant la fin de la campagne. Vous reconnaîtrez peut-être celui-ci, il avait fait l'objet d'une campagne il y a quelques temps déjà, et Nyx en avait parlé une fois dans sa vidéo du récap du mois, si je me souviens bien. Il s'agit de Forgotten Depth, le nouveau projet, enfin l'extension de Void Knight Games, pour donc un jeu du même nom, bien évidemment, un Forgotten Depth, qui avait donc fait son apparition il y a quelques temps. C'était en 2019 pour une première campagne qui s'était soldée sur un financement non réussi, donc sur un échec, puis une deuxième tentative quelques temps après, avec 1548 heures, quand même, c'est pas ridicule du tout. Et c'était donc quand, et on va retrouver ça tout de suite, c'était en octobre 2020, donc ça remonte à 2 ans et demi, presque 3 ans, pour Forgotten Depth, et donc ils nous reviennent avec une extension, The Ever Chamber and Other Adventures. C'est toujours un jeu coopératif de dungeon crawler, d'aventure, pour 14 ans et plus, pour 1 à 3 joueurs, donc vraiment un petit peu le cul entre deux chaises en termes de configuration de joueurs, et pour 60 minutes la partie, donc relativement court, et pour l'instant, bah, ça se passe pas trop mal, même si vraisemblablement il n'ira peut-être pas chercher le même succès que lors de la campagne précédente avec 1548 heures, je rappelle. Pour l'instant, on est à 374, 25 jours avant la fin de la campagne, mais ceci dit, avec près de 15 000 euros, c'est financé. Pour ce qui est des ajouts de cette Ever Chamber, et bien évidemment, ça vient ajouter de nouveaux lieux, de nouvelles créatures plus dégueulasses que plus que jamais. Et puis bien sûr toujours ce mécanisme de puzzle, de labyrinthe que l'on va devoir explorer avec bien sûr des combats et tout autre type d'événements que l'on va pouvoir rencontrer au cours de notre aventure, mais également, comment dirais-je, la progression de nos personnages via l'acquisition de différents items, entre autres, relativement classique de ce point de vue-là, mais la proposition avait plutôt charmé les backers il y a de ça 2 ans et demi. Est-ce qu'elle saura reproduire l'expérience dans cette nouvelle campagne? Pour l'instant, rien n'est moins sûr, on l'a vu, avec après 400 contributeurs, ce qui n'est pas extraordinaire pour un début de campagne, pour un jeu qui avait fait 1600-1500 lors de sa dernière tentative. Mais bon, ça fait longtemps, on les a peut-être un petit peu oubliés entre-temps, et puis enfin pas d'ici là, mais depuis la première campagne en 2020, bien des choses se sont passées sur Kickstarter, et notamment la délexification à outrance. Difficile de faire ça maintenant. Et pour l'instant, on est sur un jeu quand même plutôt clairement cheap. On est sur un jeu limite amateur en termes de composants. On va s'arrêter là, je pense, pour ce qui est de Forgotten Depth et cette nouvelle extension. On va juste passer un petit peu de temps sur les prix des différents pledges. Si je les retrouve, c'est pas garanti. Avant que je ne meure, faut que ma voix lâche encore une fois. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Il n'avait pas l'air bien. Ouais, continuons. Je ne trouve pas les niveaux de pledge. On va directement passer ici, ça ira plus vite. Alors donc, d'abord, 6$ pour ceux qui voudraient aller, corriger un petit peu la première version du jeu qu'ils auraient backé il y a 2 ans et demi, puisque c'est un petit pack d'update pour le livret de règles, ainsi que certaines cartes qui sont revues et corrigées également. Donc 6$, c'est pas gratos alors que ça devrait être. Ensuite, 12$ pour la réimpression des items upgrade de la première campagne. Donc là encore une fois, c'est un peu bizarre, mais à la ligne pourquoi pas. Ensuite, 12$ pour The Camp Dialogue Expansion, donc première extension de Camp Dialogue, qui vient s'ajouter à l'expérience de jeu initiale pour 12$. Ensuite, 15$ pour The Vault of Yarek Expansion, donc il y a beaucoup de petites extensions par-ci par-là. 18$ pour The Ever Chamber Expansion, 39$ pour toutes les extensions. Ensuite, 45$ pour Forgotten Depth Reprint, donc le jeu de base, une réimpression pour ceux qui voudraient uniquement le jeu de base. Et puis, on va certainement aller chercher quand même un pledge avec tout. Voilà, c'est ça le all-in, le jeu de base plus toutes les extensions, le tout pour 80$. Et pour ce qui est des frais de port, 34$ pour le Canada, 16$ pour la Suisse, tiens, c'est assez inhabituel pour le coup, mais également 20$ pour la France, donc pour une fois c'est moins cher en Suisse qu'en France. Là je pense que on peut applaudir parce que c'est quand même très 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 rare, à moins que ce ne soit une question de contenu, peut-être que là c'est juste le jeu de base, je ne sais pas, bref, on va pas chercher plus que ça, mais en l'état c'est pas mal, c'est pas extraordinaire, ça devrait pas faire le même succès que la campagne précédente, mais c'est financé pour Forgotten Depth et ses 3 nouvelles extensions. Celui-ci aurait peut-être pu frayer son chemin vers les desserts de la semaine, donc les gros projets de la semaine, mais en réalité,
j'ai la flemme à cause de ma voix pétée, donc finalement il se retrouve dans les projets médians, on va dire, hein, les plats principaux de la semaine, mais c'est plutôt un très beau résultat pour Wolf Design, avec 2580 backers et 450 000 euros d'engrangés pour Guards of Atlantis 2, la suite de Guards of Atlantis 1, bien évidemment. Donc c'est un jeu de MOBA, donc de Tower Defense en fait, si on veut, hein, auquel il reste donc 26 jours avant la fin de la campagne. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, pour 90 minutes la partie. C'est inspiré pas mal par les jeux vidéo du même style, bien évidemment, et c'est asymétrique. Chacune des factions que vous pourrez contrôler sera asymétrique et donc aura une certaine profondeur de gameplay à explorer dans ce jeu avec les différentes factions qui la composent, avec des composants assez sympatoches là encore, sachant que c'est également jouable jusqu'à 10 en fonction du nombre d'extensions. Enfin bref, il y a un moyen de jouer jusqu'à 10 personnes, mais j'imagine que c'est peut-être si vous couplez ça avec la première mouture, Guards of Atlantis 1 peut-être. En tout cas, j'imagine que c'est le cas, puisque vous pouvez jouer jusqu'à 10 joueurs potentiellement, pour des parties relativement longues, 90 à 150 minutes quand même. Il y a 0 random, donc aucun aspect chance, il n'y a pas de jet d'énigme quoi que ce soit, c'est apparemment purement basé sur le skill, on va dire. Et par contre, c'est 100% cutthroat, donc 100% prends ça dans ta tronche. Donc il faut jouer à ça avec des potes avec lesquels on a une relation amicale fraternelle dont on peut être sûr, quoi, en gros. Faut pas avoir peur de se brouiller avec des gens. Et c'est également jouable en équipe, éventuellement. Pour les ajouts, vous voyez un petit peu le plateau que vous voyez ici. J'imagine qu'il y aura peut-être d'autres plateaux potentiellement jouables également, peut-être qu'ils sont un petit peu modulables également. Et donc c'est sur ces fameux plateaux que vous serez amenés à vous confronter les uns aux autres, avec les différentes factions que vous voyez ici autour de la table, avec un petit peu de gestion de main également, comme vous le voyez ici. Pour ce qui est des key features, on peut rapidement passer là-dessus. Je parlais tout à l'heure de Tower Defense, c'est pas le coup, excuse-moi, les MOBA. C'est un jeu qui se targue d'être en capacité de garder tous les joueurs engagés jusqu'à la fin de la partie. Donc apparemment, j'imagine qu'il n'y a certainement pas de KO, de KO en anglais, donc vous ne pouvez pas être éliminé de la partie, j'imagine en tout cas. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, aucune chance là-dedans, aucun jet de dés, c'est essentiellement votre capacité à gérer votre main de cartes et à planifier sur quelques tours à l'avance vos actions qui vous permettront ou non de l'emporter. C'est également un jeu qui se joue en simultané, donc il y a très peu de downtime, donc de temps d'attente entre des joueurs. C'est très asymétrique et donc très rejouable également, avec une grosse profondeur de gameplay. Et apparemment c'est également assez facile à apprendre, mais par contre assez difficile à maîtriser, comme beaucoup de jeux de ce type. C'est aussi un jeu, en tout cas le premier épisode, qui a joui d'une assez belle popularité sur BGG, avec un 8.6 pour le premier épisode de la série, donc quand même plutôt un gage de qualité, même si pour être tout à fait net, il faudrait aller checker sur BGG combien de reviews ont été postées pour déterminer si cette note est viable, enfin est combien crédible ou pas. Voilà, pour le reste, un petit aperçu de la direction artistique qui est quand même plutôt bien pensé, c'est plutôt charmant, c'est plutôt pas mal. Les plateaux, il y en a bien effectivement 2 comme je le pensais. Bon, je pensais qu'il y en aurait un peu plus que ça pour être tout à fait net, mais apparemment il y en a 2. Sachant que celui-ci sera jouable pour jusqu'à 6 héros et celui-ci jusqu'à 10 héros, mais à partir de 6 héros par contre. Celui-ci est plutôt orienté pour les débutants, celui-ci est un peu plus pour les joueurs expérimentés. Ensuite, voilà le contenu du jeu de base, avec les plateaux, les miniatures qui vont avec, qui sont quand même plutôt très bien réalisées, d'ailleurs elles ont l'air d'être assez détaillées, assez classe. Pareil pour les petites miniatures de mignons, d'ailleurs des mignons il y en a de plusieurs types, vous en avez encore ici d'autres. Ensuite, les plateaux individuels pour chacune des factions en présence, l'insert en plastique avec un couvercle, bon, pourquoi pas, c'est pas extraordinaire mais ça fait le job. Ensuite, les petites pièces dont j'ignore l'utilisation pour le coup, peut-être pour aller upgrader telle ou telle chose, j'imagine, pour votre faction. Vous avez ici un aperçu de toutes les factions déjà en présence dans le jeu de base avec tous les personnages importants du jeu, j'imagine. Et ensuite, on va essayer d'aller chercher les différents niveaux de pledge. Hop, là, c'est ici, 59 € pour Guards of Atlantis 2. Ensuite, 2 New Hero Packs plus First Printing Update, 80 €. Donc une update sur la première impression du jeu. Ok, plus 2 nouveaux héros. Ok, le tout pour 80 €. Ouais, je suis pas très bien sûr de suivre. Apparemment, il y a certainement une première campagne qui avait déjà été réalisée, j'imagine. Et puis ensuite, Guards of Atlantis 2 plus tous les 5 nouveaux héros qui sont inclus dans cette campagne, donc pour 250 $. Ça peut monter assez vite, assez haut. Voilà, c'est après tout. Il y a aussi des sleeves éventuellement add-on, potentiellement, pour ceux que ça pourrait intéresser. Pour le shipping, trouvons rapidement le Canada, 29 jusqu'à 38 €, 39 € pardon, de frais de port pour le Canada en fonction du pledge que vous allez choisir. Ensuite, pour la France, c'est 16 à 25, pour la Belgique, 18 à 29,
Pour la Suisse, où êtes-vous mes Suisses? Ici, 35 à 39. Bon, c'est pas, ça varie pas trop. Et pour nous qui sommes au Japon, par curiosité, 24 à 39 également. Donc voilà pour ce qui est de Guards of Atlantis, un projet qui a rencontré un assez beau succès pour l'instant avec 2500 backers sur GameFound qui plus est et 450 000 euros d'engrangés. On continue avec Seismic, puisque si j'ai bien compris ça se prononce pas Seismic mais Seismic apparemment, hein, je ne sais pas, qui pour l'instant n'est pas financé mais devrait l'être assez prochainement. 57 000 euros d'engrangés sur 67 000 nécessaires, ça devrait pouvoir se faire dans les 3-4 jours à venir j'imagine. 376 backers. Enfin, c'est pas aussi élevé que je l'aurais pensé pour être tout à fait net, c'était un projet qui avait l'air d'être assez prometteur, assez attendu de ce que j'ai pu en voir dans la sphère anglophone, et pourtant, bah ça, on va dire que c'est un semi-bid, mais bon, il reste encore 26 jours avant la fin de la campagne, ça devrait pouvoir chercher les presque 1000 contributeurs à mon avis. Le truc c'est qu'à mon avis ça a coûté assez cher, parce que comme vous vous en doutez, il y a quand même beaucoup de miniatures, et que c'est un jeu assez riche en termes de matos aussi. Vous le voyez, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, pour 30 minutes par joueur autour de la table, donc potentiellement 1 heure, mais potentiellement aussi 3 heures, et c'est jouable à partir de 14 ans et plus, même si à mon avis c'est jouable pour un peu plus jeune également, si vous avez des enfants un petit peu gamers. C'est un jeu qui fait penser à du 4X, visuellement parlant. C'est pas le cas, c'est pas un jeu 4X même si ça y ressemble un petit peu, c'est-à-dire qu'on va chacun avoir sa propre faction, on va devoir explorer les alentours, tirer des ressources des différents emplacements où l'on se trouve, recruter différentes unités et surtout se mettre sur la tronche, mais aussi, et quand même c'est le plus important, chercher à accomplir certains objectifs, parce qu'en fait c'est un jeu à objectifs qui vont varier d'une partie à une autre. Ça pourrait être capturer un drapeau, enfin l'équivalent de capturer un drapeau, ou trouver telle ou telle ressource qui se planque quelque part sur la map mais on ne sait pas exactement où, et la ramener jusqu'à chez vous par exemple, enfin ce genre de choses là. Bref, c'est un truc qui mélange pas mal de petits mécanismes assez intéressants au demeurant, pas méconnus pour autant, hein. C'est des mécanismes qu'on a déjà vu par le passé, bien évidemment, ça révolutionne pas non plus l'univers du jeu de société, ça réinvente pas non plus le fil à couper le beurre, mais ça a l'air assez bien pensé. Et ça va être assez équilibré qui plus est, même si les factions sont asymétriques. Alors je continue avec une très belle miniature ici, mais ça va coûter très cher, hein. C'est aussi pour ça je pense qu'il y a assez peu de backers pour l'instant, même si c'est aussi un premier projet pour Star Reach Games, et du coup ils ont mis les bouchées doubles direct pour leur premier projet, ce qui est assez ambitieux, mais assez risqué également. Alors, qu'y a-t-il dans la boîte rapidement? Deluxe Edition Components, parce qu'apparemment on part directement sur une Deluxe, directement, avec le plateau ici. Donc vous comprenez tout de suite que les tuiles qui sont ici vont changer à chaque partie, puisque vous voyez que tout à l'heure on a vu une configuration de plateau qui était radicalement différente, qui était un petit peu différente de celle-ci aussi d'ailleurs, je ne sais pas. Bref, à chaque fois qu'on va faire une partie, la configuration sera différente, avec toutes les tuiles de landscape, toutes les tuiles de paysage, disons, que l'on voit ici. Il y en aura 127 qui vont composer donc le plateau que vous voyez ici. Ensuite, le petit plateau de secousse, on va dire, parce que oui, vous allez, vous inquiétez pas à ce niveau-là, vous allez détruire la planète en gros, hein. Vous allez détruire la planète, mais bon, là dans le jeu c'est autorisé. Vous allez détruire la planète, vous allez lui faire du mal, elle va vous supplier d'arrêter, mais vous n'allez pas l'écouter. Ensuite, il y aura aussi donc tout un tas de petits plateaux de joueurs uniques. Il y en aura 6, c'est bien compris ça? Oui, c'est ça, 6, bah, autant que de joueurs, c'est logique. Donc 6 plateaux individuels qui sont composés en fait de 4 parties, on va dire. Et il ne faudra pas être effrayé par le texte parce qu'il y a beaucoup de texte. Et pas de version francophone accessoirement. Ensuite, pour chaque faction, un leader disponible également, donc encore plus d'asymétrie éventuellement via les différents leaders. Ensuite, tout un tas de cartes de commande, apparemment, des cartes d'espionnage, des cartes de reliques, etc. On aura même des petits tokens qui font penser un petit peu à des améthystes, des améthystes, des pierres précieuses, on va dire, ou semi-précieuses. Donc c'est plutôt classe en termes de présentation, en termes de composants. C'est vrai que le jeu semble assez ambitieux. Ensuite, on a même des petites tuiles de 3D de montagne, encore une fois plutôt classe pour le coup, c'est bien pensé, c'est assez bien réalisé. Et ensuite tout un tas de miniatures qui ressemblent un petit peu à des Predators, mais qui sont en fait j'imagine des exosquelettes, en tout cas j'imagine. Voilà, tout un tas d'unités différentes avec les couleurs pour chacun des joueurs autour de la table, des Harvesters, on a encore quoi d'autre? On a aussi des Power Max, donc là vraiment on est sur des mechas façon manga japonaise à 90 quoi en gros. Ça prend assez bien, c'est vrai que visuellement ça envoie du bois, mais à mon avis ça va être très cher aussi. Justement, on va aller chercher rapidement le prix, pour ne pas trop s'apesantir sur un projet qui au demeurant a l'air intéressant. Sachez aussi d'ailleurs que vous pouvez tester le jeu sur TTS, c'est ici, éventuellement pour ceux qui le voudraient, mais attention, pas de version francophone. Donc, disais-je, on va essayer de trouver quand même les prix malgré tout. Il y a aussi un mode solo apparemment, en coop. Pardon, j'ai pas parlé. Ah oui, il y a solo et coop, les deux, d'accord. Donc pour ceux qui voudraient se faire la main en coop ou en solo, c'est également disponible.
Est-ce que je vais finalement trouver les prix? Eh bien non, donc on va passer directement ici, ça ira plus vite. Donc le pledge de base, Seismic Core Experience, 99$ pour le jeu de base, et ensuite 249 pour ceux qui voudraient la version Deluxe. Du coup, j'ai pas cherché ce qu'il y avait comme différence, mais j'imagine que toutes les miniatures sont exclusivement peut-être dans l'édition Deluxe, auquel cas, qu'y a-t-il? C'est peut-être justement des petits morceaux de carton qui remplacent les miniatures dans l'édition de base, en tout cas j'ai l'impression que c'est le cas. Auquel cas, c'est peut-être un petit peu cher pour l'édition de base, et très cher quand même malgré tout pour l'édition Deluxe, même si on a vu que les composants étaient assez fous, donc très ambitieux pour un premier projet. Et donc pour le shipping, le Canada 30 ou 50$ en fonction du pledge que vous voulez choisir, pour l'Europe 30 à 50 également, pour nous au Japon ce serait 35 à 80 $, de frais de port, sachant que la TVA sera ajoutée aussi dans le Pledge Manager par la suite à la fin de la campagne. Voilà donc pour Seismic Race for Survival During Seismic Armageddon. Nous y sommes, le seul et unique projet de la semaine pour ce qui est des desserts, donc des gros projets de la semaine, et il s'agit ici de Endeavour Deep Sea, le nouveau projet de Burnt Island Games, et également ici de Age of Gaming. Alors je sais pas s'ils sont en collaboration pour ce projet ou pas, mais c'est vraisemblablement le cas, ce qu'on voit ici sur le logo de la vidéo, Burnt Island Games et Grand Gamer Guilds. On est actuellement à 155 000 € d'engrangés, donc c'est largement financé, à 19 jours de la fin de la campagne, et 2230 contributeurs approximativement. Et pour le seul projet de la semaine qui fait partie donc des gros projets, eh bien ma foi, il est très très sympa sur le papier. Et en même temps, Endeavour, le premier du nom, avait déjà une belle réputation derrière lui. Pour le rappel, c'est donc celui-ci, Endeavour Age of Sail, qui avait déjà une très belle réputation derrière lui. Et donc Endeavour Deep Sea vient apparemment polisher un petit peu le premier épisode de la série pour en faire un jeu encore mieux, alors que c'est un jeu qui a déjà une belle réputation derrière lui. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 80 minutes, on va dire en gros 1h30. C'est un jeu qui est jouable en solo, en compétitif, mais également en coopératif. C'est un jeu avec de l'exploration, du placement d'ouvriers, de la gestion de ressources. On va même pouvoir upgrader ses attributs, on va dire, mais également son équipage, parce que vous aurez un équipage que vous allez faire grandir au fur et à mesure et évoluer également. Donc c'est super intéressant sur le papier. Il y a également différentes configurations à chaque début de partie. D'ailleurs, vous le voyez ici en partie. À chaque début de partie, vous allez choisir un chapitre, on va dire, une configuration différente qui va venir impacter déjà la mise en place, mais également les objectifs et également la piste sur laquelle vous allez être amené à évoluer pour chercher de nouvelles ressources par exemple. Et donc chaque partie va être radicalement différente de la précédente, et ça c'est super intéressant sur le papier. Et en plus de ça, durant la campagne de Endeavour Deep Sea sur GameFound, vous aurez aussi accès à de la deluxification. Alors attention, durant la campagne, le jeu est disponible uniquement en version anglaise, mais la version française est déjà annoncée grâce à Super Meeple, comme c'était le cas déjà pour Endeavour Age of Sail. Donc toujours Super Meeple qui s'en charge, mais vous pouvez prendre l'Upgrade Pack, c'est ça, ouais, le Deluxe Upgrade Pack dans la campagne, puisque ce dernier est dépourvu de tout langage. Donc il n'y a rien d'écrit en anglais dessus, ou en français d'ailleurs. Donc vous pourrez mettre la main sur le Upgrade Pack et ensuite acheter le jeu en boutique en France grâce à Super Meeple. Donc finalement, ça s'emboîte plutôt bien tout ça. Alors pour le reste, on va aller découvrir un petit peu le jeu plus en avant. Alors j'en étais où? Voilà, je veux dire ici. Il faut l'apprendre, ça peut avoir sur la table, avec les différents étages que vous apercevez ici, puisque l'objectif c'est d'aller explorer un petit peu les fonds marins et d'aller aussi laisser un impact bénéfique sur la faune et la flore locale maritime. Alors, je disais donc qu'on va aller explorer les fonds marins, on va venir se dévoiler au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure que l'on progresse dans notre exploration des fonds marins que j'ai mentionné tout à l'heure. Vous avez chacun votre propre petit set de matériel avec votre carte, les différents marqueurs dont vous aurez besoin pour aller marquer les zones que vous aurez explorées, etc. Vous aurez aussi tout un tas de spécialistes que vous pourrez ajouter à votre équipage, que vous pourrez faire améliorer, que vous pourrez faire évoluer, pour obtenir encore plus de compétences susceptibles de briser certaines règles du jeu dans le bon sens du terme. Ensuite, quelques-uns des composants avec les petits sous-marins très mignons. Qu'y a-t-il de nouveau et qu'y a-t-il de identique aussi à Endeavour Age of Sail? Eh bien, vous retrouverez d'abord un flow, un timing, un rythme
de jeu sensiblement similaires. Vous allez gagner des tuiles, vous allez gagner des disques, vous allez retirer des disques, vous allez choisir parmi un pool d'actions à votre disposition celle qui vous semble la plus amène de vous mener vers le succès sur le long terme. Vous aurez aussi le même système d'action que dans Endeavor Age of Sail. Vous aurez également des attributs avec 4 attributs avec une frise qui sera, comment dirais-je, modulable au fur de votre partie. Vous allez évoluer plus ou moins sur telle ou telle, sur telle ou telle piste de ces fameux attributs. Et puis donc un rythme que j'ai mentionné tout à l'heure qui sera assez similaire à celui de Age of Sail. Et qu'y a-t-il de différent cette fois-ci? Eh bien, il y aura maintenant donc différents scénarios. Je l'ai mentionné tout à l'heure, ils viendront impacter la mise en place, ils viendront impacter également les objectifs de la partie. Vous aurez aussi une promotion disponible pour chacun des spécialistes que vous allez embaucher. Donc ils auront une phase de base et une phase améliorée qui vous permettra d'aller obtenir des effets encore plus puissants. Vous pourrez jouer en compétitif, en coopératif, mais également en solo, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis il y aura aussi donc un jeu beaucoup plus modulable, beaucoup plus variable, notamment au niveau de l'exploration des fonds marins, puisque ce ne sera jamais forcément la même mise en place des cartes qui seront en plus de toute façon dissimulées au début de la partie. Ensuite, qui était dans la boîte? D'abord dans la boîte de base. La boîte de base donc, qui sera amenée à être en boutique grâce à Super Meeple. Donc, on aura donc 4 fiches doubles, donc double face, contenant chacune donc 2 scénarios, un au recto, un au verso. Donc au total, vous aurez certainement 8 scénarios a priori. Ensuite, 8 petites marqueurs d'impact sur la faune et la flore locale, donc en gros. Ensuite, on aura 32 plateaux d'océan avec ses propres spécificités, bien sûr. Hein, chacune de ces tuiles auront ses propres spécificités, avec le nombre de sous-marins que l'on pourra y placer, etc., etc. Ensuite, 12 vaisseaux, donc 12 sous-marins que l'on pourra utiliser au cours de la partie. Ensuite, tout un tas de tuiles sous-marines, justement, plus vous allez vers la profondeur, plus ce sera sombre, bien évidemment. Les tokens de plongée, ensuite 120 petits disques de joueurs pour utiliser vos différents pouvoirs de spécialistes, hein, vous pourrez les mettre directement ici par exemple. Les spécialistes, justement, seront au nombre de 46 et seront donc double face, vous pourrez les faire évoluer au cours de la partie. Ensuite, vous aurez aussi une sorte de marché aux spécialistes avec un game trace pour les loger. C'est pas forcément une nécessité ici à mon avis, mais bon, un petit peu de diversification dans l'édition retail qui plus est, pourquoi pas. Ensuite, on aura aussi des leaders d'équipe, donc ça peut être relativement intéressant aussi. Est-ce qu'ils seront éventuellement asymétriques ou non? En l'état, j'ai l'impression que c'est surtout plus de versatilité qui vous est octroyée grâce à ces leaders, mais est-ce qu'ils auront une face au recto un petit peu asymétrique? Là, je sais pas par contre. Je mentionnais tout à l'heure les attributs. Les 4 frises d'attributs que vous pourrez faire augmenter, que vous faire évoluer au cours de la partie, elles sont ici. Je me souviens plus exactement, il y a l'ingéniosité, la coopération, etc. Enfin bref, j'ai oublié. Bref, 4 frises sur lesquelles vous êtes amenés à évoluer et qui impacteront également la puissance, l'efficacité de vos actions. Ensuite, des cartes de journal également qui vont vous permettre d'établir certaines actions, d'en tirer certains bénéfices par exemple. Les cartes propres au solo ou au coop également. Et puis également un bloc-notes pour les scoring. Ensuite, vous avez également l'édition Deluxe. Alors attention, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour l'édition Deluxe, elle est essentiellement disponible en anglais durant la campagne. En revanche, vous pouvez prendre le Upgrade Pack, le Deluxe Upgrade Pack, si je ne me trompe pas, sur lequel il n'y a aucun texte, donc qui uniquement repose sur l'iconographie, et ensuite acheter le jeu de base dans le commerce grâce à Super Meeple en français. Donc qu'est-ce que ça vient ajouter là-dessus? Ça vient ajouter un plateau double épaisseur justement pour les attributs et leur progression. Ensuite, ça vient vous ajouter des petits meeple screen print pour les marqueurs de freeze en question, justement. Ensuite, tout un tas de petits game trays pour chacun des joueurs autour de la table, donc avec un rangement spécifique pour chacun des joueurs, avec leurs couleurs, leurs fiches de leader, etc. Le tout avec un petit couvercle qui sera utilisable aussi, je pense, pour la partie. Ensuite, l'ajout d'un 5e joueur également, pourquoi pas. Ensuite, l'ajout d'un vrai bel insert Game Trays pour la totalité du matériel. Ça, c'est plutôt très classe et c'est un vrai bel ajout en termes d'installation et de rangement. C'est toujours un gros plus. Alors, justement, les niveaux de pledge. On a d'abord ici Deep Sea Deluxe, donc Endeavor Deep Sea, pour cette édition Deluxe uniquement en anglais, pour 69$. Ensuite, vous pouvez prendre aussi le Upgrade Pack uniquement. Ça, c'est pour ceux qui voudraient la version en français éventuellement. Donc, prenez le Upgrade Pack à 25$. Il est dépourvu de toute, trace de langue, on va dire. Il n'y a pas de texte dessus, si ce n'est peut-être le mot leader quelque part voilà, ici. Mais bon, en gros,
c'est indépendant de la langue, la langue cible, on va dire, des backers, donc 25 $, et ensuite vous pouvez mettre la main sur le jeu dans sa version française en boutique quand il sortira grâce à Super Meeple. On continue, je ne sais pas si les upgrades via les stretch goals seront aussi ajoutés à l'édition retail, mais je pense que ce sera le cas vraisemblablement. Ensuite, continuons. Alors les attributs, c'était donc réputation, inspiration, coordination et ingéniosité apparemment. Ok. Les actions, alors comme d'hab, vous avez placé des petits disques sur vos spécialistes pour accomplir les actions qu'ils ont en réserve. Ensuite, vous pourrez voyager avec vos sous-marins, explorer les fonds marins toujours plus profondément grâce à votre sonar. Vous pourrez aussi mener des actions de plongée pour justement aller chercher différentes choses, différentes ressources qui s'y trouvent. Vous pourrez aussi utiliser des petits disques de conservation pour sauver des petites tortues par exemple. Vous pourrez aussi prendre des notes de vos explorations dans votre journal pour gagner encore plus de bénéfices supplémentaires. Bref, il y a plein d'actions à faire, ça va être assez sympa. Les scénarios, je l'ai mentionné tout à l'heure, avec les différents scénarios, avec les différentes configurations, les différentes mises en place, les différents objectifs que ça viendra changer à chacune des parties, donc vraiment une grande modularité, et ça a l'air d'être très sympa sur ce côté-là. Là d'ailleurs sur la mission 3, The Oscillating Journal, on voit bien que la configuration d'origine, vous aurez les 3 premières tuiles de la ligne C, de la colonne C, et en revanche, pour le reste, ce sera en gros assez méconnu. Donc il faudra vraiment miser sur l'exploration, et vous aurez une piste tout à fait particulière ici. Ensuite, on continue, on va essayer d'aller chercher les frais de port, sans plus attendre. Les voilà, je rappelle que c'est mon Super Meeple qui s'occupe de la version française bien évidemment, et pour le shipping, disais-je, Belgique, France, mais également Luxembourg pour 14 $ de frais de port. Ensuite, pour nos amis suisses, c'est 16 $ de frais de port. Pour nos amis canadiens, c'est 26. Wow, ça pique un petit peu là par contre. Et pour nous qui sommes au Japon, 36. Ça pique encore un petit peu plus. Donc, ce sera malheureusement pas pour nous en termes de bac, mais potentiellement un jour, si j'ai l'occasion de le tester, ou éventuellement quand je passe en France, si j'ai un petit peu la tentation qui est très forte en moi, peut-être que je mettrai la main dessus un jour, parce que c'est vrai que ce jeu a l'air d'être très sympatoche. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Ma foi, pas grand chose, je crois que c'est à peu près tout. J'ai fait à peu près le tour pour Endeavour Deep Sea, peut-être pas autant en détail que je ne le fais généralement pour les gros projets de la semaine, mais vous comprendrez que cette semaine, avec la voix que je me trimballe, ça n'aurait pas forcément été très agréable pour vous, ni pour moi. Donc ma foi, c'est à peu près tout pour cette semaine du menu crowdfunding. Je pense que finalement j'aurais dépassé l'heure de menu. J'avais dit 45 minutes tout à l'heure, mais je pense qu'en fait j'aurais fait l'heure. Parce que bon, oui, je dis que je vais faire court pour essayer d'économiser ma voix, mais quand même, j'ai cette conscience professionnelle, qui n'est pas professionnelle parce que ce n'est pas mon métier, de vous faire un menu qui soit un tant soit peu digeste, un tant soit peu détaillé quand même malgré tout, sinon ça n'a pas vraiment lieu d'être. Mais par contre, comment dirais-je, je perds mes mots maintenant, la conclusion peut, elle, par contre, être très courte, d'autant plus que je pense qu'il y en a pas mal de gens qui coupent la conclusion, parce que c'est bien normal, vous en foutez, le contenu est beaucoup moins intéressant que le reste. Du coup, je vais faire court, je vous retrouve d'ici quelques temps avec une voix un petit peu améliorée, j'espère en tout cas. Nous, avec Xavier, on se réunit lundi, donc demain, pour vous, quand vous regarderez la vidéo, pour une petite session de tournage, en espérant que ça aille mieux entre-temps. Je tourne samedi, donc en réalité pour moi c'est après-demain, ça devrait aller mieux. Donc tournage de vidéo, 2 vidéos, et puis également je vais enfin faire découvrir Scarface à Xavier, et ça fait plaisir. Du coup, je vous souhaite bien évidemment de passer beaucoup de bon temps en famille, entre amis, même seul pourquoi pas pour jouer en solo. Portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.